Alors, d'abord, il faut définir le mot effondrement. Le mot collapse en anglais, il y a eu des livres de Jared Diamond, par exemple, qui portaient ce titre, ou bien des livres de Joseph Tenter aussi sur l'effondrement de ce qu'il appelle les sociétés complexes. Bon, qui consiste, pour eux, qui sont plutôt des historiens, à regarder comment certaines civilisations, dans le passé, les Mayas sont bien connus, mais il y en a d'autres, même l'Empire romain, ou les gens, les habitants de l'île de Pâques, pourquoi se sont-elles effondrées? Et à quelle vitesse? Et à cause de quelles raisons, de quelles origines? Alors, moi je pense que ce mot d'effondrement, il faut le reprendre d'un point de vue à la fois intellectuel et politique aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup de rapports scientifiques, les rapports aussi bien du GIEC en ce qui concerne le climat, les rapports sur la biodiversité, rapport du Millennium en 2005, ou les rapports du grand projet Géosphère-Biosphère, qui montrent que, disons du point de vue strictement biophysique, disons du point de vue de Gaïa, c'est-à-dire la planète Terre elle-même, l'écosphère, il y a une dégradation très accélérée, comme on n'en a jamais connu de toute l'histoire de l'humanité. Et certains savants même pensent que cette dégradation qui est accélérée peut s'opérer sous un mode de rupture, sous un mode catastrophique. Actuellement, on en voit plutôt les prémices, on a certains incidents locaux extrêmement catastrophiques, bon, comme des typhons dans l'Asie, ou bien on se souvient de Katrina, bien sûr, aux États-Unis, ou d'autres sécheresses, disons des événements climatiques, ou des événements plus généralement liés à la biodiversité. Mais il est possible que ça se passe sous une forme assez brutale, une forme où il y aurait une rupture dans un des grands cycles de la nature, le cycle du carbone, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, enfin il y en a plein, c'est très compliqué. Bon. Il peut y avoir aussi des ruptures alors d'ordre plus humaine, des ruptures humaines du genre, comme on l'a vu en 2008, un effondrement un peu du système financier, même s'il n'était que partiel en 2008. Donc je pense que la catégorie d'effondrement peut être un concept qui peut permettre d'analyser avec un nouveau regard les événements actuels dans les domaines aussi bien sociaux, économiques que naturels. Alors, je me suis inspiré justement essentiellement, parce que moi je suis plutôt d'origine des sciences, disons, mathématiques ou les sciences dures, mais je crois qu'il y a maintenant beaucoup d'interfécondité entre les sciences humaines et sociales et les sciences de la nature, et il y a même des modèles, on peut dire, des modèles non linéaires, qui permettent éventuellement, soit de manière métaphorique, soit une sorte de simulation ou de modélisation de ce qui pourrait se passer dans les 10 ou 20 prochaines années en ce qui concerne cet effondrement. Appelons effondrement pour une société mondiale actuelle. En résumé, c'est ce qui pourrait faire que la majorité de la population du monde, notamment dans les pays industriels, disons les pays de l'OCDE, prennent des modes de vie qui ne dépendent plus de la loi. C'est-à-dire qu'actuellement, la plupart de nos modes de vie sont encadrés par la loi, même le fait d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, le fait de se transporter, le fait de s'alimenter, le fait de s'habiller, tout ça est très encadré, mais il est probable qu'après cet effondrement, eh bien, il y aura tellement de désorganisation institutionnelle et sociale que c'est plutôt, disons, des débrouilles locales qui feront que les gens pourront encore survivre, espérons de manière civilisée. Le problème est de savoir jusqu'à quel point un tel type d'effondrement à la fois écologique et social, qui pourrait être causé par une crise financière plus grande que celle de 2008, comment ça pourra se passer? Moi, je ne suis pas Nostradamus ou Madame Soleil, donc on peut toujours évidemment avoir des images. Il y a même certains cinéastes qui s'y essayent. Bon, on a vu Mad Max, voilà une trentaine d'années. On a vu La Route plus récemment, qui est à la fois un roman et un film. Bon, donc il y a des auteurs de fiction qui imaginent une sorte de fin d'un certain type de monde. Et donc, je pense que cette catégorie est quand même bonne pour essayer de prévenir. Alors, c'est le raisonnement
un peu délicat de notre ami Jean-Pierre Dupuy, qui consiste à dire ce qu'il appelle le catastrophisme éclairé. L'effondrement et la catastrophe sont certains, et si on se remplit de ces certitudes, à la fois individuellement et surtout politiquement, collectivement, eh bien, on finira par l'éviter. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit aussi subtil que ça dans la réalité. Et donc, moi, je ne sais pas que je sois, disons, pessimiste ontologiquement, je suis plutôt un bon vivant, enfin j'essaye de l'être, hein, d'autant plus que je suis né après la Seconde Guerre mondiale et j'ai bénéficié de beaucoup d'aménités de la reconstruction des années 50, 60, 70, donc ma vie a plutôt été agréable, mais c'est au contraire ces rapports écrits d'institutions internationales, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD, le rapport Géo 5, par exemple, qui date de 2013 et qui montre, Géo ça veut dire Global Environmental Outlook, bon, qui est quand même très alarmiste sur l'état de Gaïa, de notre planète, et puis les rapports sur la dégradation, disons, des sociétés. Hein. On voit bien que la moitié des pays du monde sont des dictatures ou sont des pays extrêmement peu munis d'état-providence au sens occidental du terme. Prenons, je ne sais pas, le Zimbabwe ou le Nigeria, hein, ou la Syrie, tout ça. Bon, il y a des guerres qui sont très difficiles et qui remettent en cause la cohésion sociale elle-même. Et dans nos propres pays, bon, il y a les différences sociales, les injustices, les inégalités qui croissent aussi. Donc, il semble qu'il y ait un mouvement à la fois d'origine naturelle en ce qui concerne la phénoménologie, l'aspect purement spectaculaire, mais en fait qui est d'origine, on peut dire, anthropique, au sens que ça vient des activités humaines, mais aussi dans le domaine social, économique et politique, on est dans la crise, quoi, on est dans la crise. Sauf que le problème du mot crise, on a l'impression que sémantiquement, les gens disent, bon, on va traverser, on est dans une transition, le mot transition est très à la mode, et puis après cette transition, après cette crise, on va retrouver un état de prospérité, un peu comme il y a eu, je ne sais pas, pendant les 30 Glorieuses, entre les années 45-75, enfin, les choses vont redevenir avec un peu plus de croissance, un peu plus de paix sociale, un peu plus, disons, de pouvoir d'achat et un peu moins de dégradation écologique. Alors, c'est là la différence peut-être même avec certains copains écolos, hein, c'est que moi je ne crois pas. Je crois que, hélas, qu'on le veuille ou non, car ce sont souvent des phénomènes, on peut dire, qui sont auto-emballants maintenant, qui s'entretiennent eux-mêmes, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, il est trop tard pour qu'on évite une certaine forme d'effondrement. Ce qu'on peut faire, c'est minimiser les effets humains de cet effondrement sur la souffrance, quoi, aussi bien individuelle que collective. Donc c'est une pensée un peu alarmiste, voire catastrophiste, mais je ne crois pas, contrairement, enfin il faut discuter bien sûr, mais contrairement à certains détracteurs que je vois, que cette pensée soit une pensée fataliste, au sens, bon, bah, si c'est l'effondrement, après tout, il n'y a rien à faire, individuellement, il faut plutôt essayer de jouir le plus vite possible, et puis après moi le déluge, et puis collectivement, c'est l'abandon de la politique, c'est l'abandon de tout projet d'échapper à ça. Non, c'est au contraire un saisissement qui vous prend à cause de ce rendez-vous avec l'histoire, un rendez-vous énorme, et qui peut permettre de réagir. Si on est uniquement dans une pensée, disons, gradualiste, réformiste, avec, je ne sais pas, la croissance verte ou les petits pas vers la transition énergétique, on voit bien qu'au moins depuis 30 ans, sinon depuis 40 ans, on a beau faire des petits pas, qui parfois sont très intéressants, la dégradation à la fois écologique et sociale continue. Donc maintenant, il faut un grand pas qui ne peut être fait par une décision collective. On le voit bien, par exemple, dans ce qu'on appelle les conférences du climat, là, les COP, Conference of Parties, qui sont organisées par l'ONU, et on a beau avoir signé le protocole de Kyoto, la convention climatique en 92, donc ça fait déjà plus de 22 ans pratiquement, eh bien, le climat continue à se dégrader, la biosphère continue à se dégrader, la biodiversité se réduit, et donc je ne crois plus à la politique des petits pas. Comment avoir une politique des grands pas? Eh bien, je pense que ça sera, alors permettez-moi d'avoir une expression un peu triviale, quand suffisamment de personnes, notamment les décideurs économiques et politiques, en prendront eux-mêmes dans leur chair, en prendront
plein la gueule, si vous me permettez cette expression, mais enfin au moins on est compris, c'est à ce moment-là que peut-être il y aura un sursaut, une réaction. Sinon, les explications rationnelles sont toujours bonnes, et il est bon que le GIEC, que le PNUD, que le PNUE fassent des rapports. Mais ça ne suffit pas, c'est trop subtil pour nos décideurs qui ne peuvent lire qu'une seule page à la fois, et donc il faut vraiment qu'il y ait un événement financier, social, écologique, je ne sais pas de quel ordre il sera, mais je prévois, je ne le prédis pas, mais je prévois que ça sera en gros dans la prochaine décennie, au plus tard, disons vers 2025-2030, un gros événement, quelque chose qui soit beaucoup plus fort que Katrina ou Fukushima ou des typhons ou des sécheresses, quoi. Quelque chose qui, pour le monde entier, qui soit l'équivalent psychologique et psychologique social, je parle, de ce qui s'est passé entre 1939 et 1945. Mais qui ne sera pas une guerre au sens classique entre des pays, qui sera un événement éclairant pour que les décideurs, enfin, puissent prendre éventuellement des décisions fortes, radicales, à la hauteur des problèmes qui se posent.